Aujourd'hui, je passais sur un panel, je regardais et puis, voilà, je voulais m'adresser au gars du PDCI. Nous, on a décidé d'être focus sur l'actualité, de continuer de donner de la voix sur les actions menées par le PPACI, qui pour nous demeure le véritable et le parti d'opposition le plus crédible sur la place. Donc on a décidé vraiment de rester objectif et concentré sur l'essentiel. Voilà. Pas que nous avons décidé d'arrêter de critiquer le leader du PDCI. Ok, on a estimé que, bon, s'il y a lieu de parler du PDCI et son leader, on va le faire, hein. On va pas s'en priver. Mais la situation quand même demande à ce que nos forces se conjuguent, en tout cas pour ceux qui le veulent, nos forces se conjuguent pour continuer à dénoncer ce 4e mandat-là. Voilà, parce que nous y croyons. Ouais, bonsoir mon frère Mathieu, j'espère que tu vas bien mon frère. Voilà, mais de temps en temps, j'observe la vidéo de leur communicant phare. Vous savez de qui je parle, que j'ai nommé Sidonie. Parce que bon, un homme qui s'attache la tête avec le foulard et qui fait des mèches et qui de plus en plus faire la politique, ça craint. Mais je vois ces vidéos où à chaque fois, des jeunes piquent au président, fait des vidéos, ils s'attaquent un peu au président. Moi, je vais dire clairement, parce qu'ils nous suivent hein, de toutes les façons. Je vais leur dire, s'ils continuent, moi je vais reprendre mes vidéos. Je vais reprendre mes directs sur le leader. Il y a 3 à 10 sur lui. Moi, je ne serai jamais fatigué de faire ça. Voilà. Il faut laisser Laurent Gbagbo tranquille. Il n'emmène personne. Il ne cherche pas à mettre les bâtons dans les roues des acteurs politiques, surtout ceux venant de l'opposition. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, libre à vous. Voilà. Parce que c'est vous là, quand on vous pile, c'est vous qui partez pleurer partout. Nous, on s'en fout de ça. Et puis, on fait une petite causerie. Je pense que quand on méconnaît un sujet, il faut éviter de s'y aventurer. Voilà. Quand on méconnaît un sujet, il faut éviter de s'y aventurer. J'ai vu les gars défendre le franc CFA. J'étais choqué. Vous voyez, ces gens-là, ils ont tellement été esclavagisés, ils ont tellement été, je sais pas moi, détruits, qu'ils n'arrivent même plus à comprendre ce qui est de l'intérêt des Ivoiriens. C'est-à-dire, ils n'arrivent même plus à dégager la chose la plus importante pour le peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire que ils sont d'accord avec le franc CFA. Je suis choqué. Et tu les vois s'expliquer. Et tu sens qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais est-ce qu'on doit se prononcer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas ou qu'on méconnaît? Moi, je ne sais pas. Si tu ne connais pas ou tu n'as pas toute la profondeur d'un sujet, mais va te renseigner. Prends le temps de faire un exercice intellectuel. Va faire une musculation cervicale. Mets ton cerveau en activité et puis fais des recherches. Essaie de comprendre. On ne peut pas défendre le franc CFA, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire du franc CFA que c'est quelque chose qui est bien pour les pays africains. Non, D'abord, le franc CFA, c'est une monnaie qui est infantilisante, avilissante, esclavagisante. Et c'est une monnaie qui déshumanise. Parce que dans son fonctionnement, les pays africains ne tirent rien de bon. À la vérité, il y a une parité euro-franc CFA. Cette parité-là est garantie par la France, sous l'autorité du Trésor français. Il y a plusieurs parités, il y a plusieurs types de parités dans le monde.
Mais nous, notre mécanisme là, c'est le seul mécanisme qui existe au monde là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la Banque de France qui garantit notre parité. En contrepartie, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons verser une partie de notre réserve d'échange auprès du Trésor français. C'est tout. Juste pour garantir cette parité-là, de telle sorte qu'il n'y aura pas de fluctuation. Donc ça veut dire que si l'euro est fort, le CFA est fort. Si l'euro est faible, le CFA est faible. Mais est-ce que ça nous arrange véritablement? Quelle est la contrepartie? Qu'est-ce que nous perdons? On nous parle toujours de réserves d'échange, mais qu'est-ce qui est contenu dans les réserves d'échange? 50% en plus. On a fait croire que ce système n'existe plus, mais ce n'est pas vrai. Donc la France, si un tel système n'existe plus, pourquoi s'agrippe-t-on toujours au franc CFA? Ça n'existe plus, donc on doit abandonner cette monnaie. Donc vraiment, je tombais un peu des nues. Voilà, parce que les réserves d'échange, c'est quoi? Tu ne peux pas utiliser la monnaie locale pour faire des achats à l'international. Donc, tu es obligé d'acheter de la monnaie. Donc, tes réserves d'échange peuvent être constituées en euros, en dollars, et parfois dans plusieurs autres monnaies fortes, comme le livre sterling et tout ça. Mais ça te coûte extrêmement cher, puisque ce sont des devises que tu acquiers pour te garantir une certaine solvabilité sur le marché international. Il n'y a pas que ça qui constitue les réserves d'échange. Il y a aussi des devises qui proviennent des exportations du cacao. C'est là où ça devient dangereux. Pétrole, coton, emprunts internationaux. Donc c'est tout ça qui rentre dans les réserves d'échange là. C'est notre âme qu'on livre comme ça, juste pour garantir une parité. Il n'y a pas que ça. Hein? Il n'y a pas que ça. Les réserves d'échange, là, il y a quoi d'autre? Il y a de l'or. Comment vous comprenez qu'un pays qui n'a pas un sous-sol riche en or fait partie des pays qui ont le plus de réserves d'or au monde? La France est 4e. D'où dit-elle tout ce tort-là? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a de l'or qui fait partie des... Comment on appelle ça? Qui fait partie des réserves d'échange. Il y a des titres financiers et tout ça. Donc, c'est tout ça qu'on appelle réserve d'échange. Et on va donner 50%. Il y a combien de pays qui constituent l'UEMOA? Il n'y a pas que l'UEMOA. À part l'UEMOA, il y a la CEMAC. Donc, vous voyez tout le pactole que nous donnons pour garantir. Il y a plusieurs monnaies qui sont arrimées, c'est-à-dire ce système-là. Le CFA est arrimé à l'euro. Il y a d'autres monnaies qui sont arrimées à d'autres monnaies. Il y a des cas, hein, il y a des cas. Mais vous allez voir que le mécanisme, il n'est pas le même. Il y a des cas. Oui, il y a des cas. Le dollar du Hong Kong, là, est arrimé au dollar américain, par exemple. Donc le dollar hongkongais est arrimé au dollar américain. Donc il y a une parité qui est entre les deux monnaies. Et puis, cette parité-là n'est pas garantie par les États-Unis. Et bien au contraire, cette monnaie-là est garantie par la Banque centrale hongkongaise. Donc c'est eux qui garantissent. Ils ne prennent pas de l'argent, des biens pour donner aux États-Unis, pour dire garantissez-nous notre parité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pareil avec le rial saoudien. C'est géré par la Banque centrale saoudienne. Et comme eux, ils ont beaucoup de pétrole, donc c'est le pétrole qui soutient. En fait, ce pétrole-là constitue leur réserve d'échange. Mais c'est à eux. Et donc, c'est leur banque qui s'assure de cette garantie-là. Donc, ils ne prennent pas de l'argent pour donner aux Américains. Pourtant, ils sont arrivés au dollar. Le seul système, ce seul mécanisme où nous sommes obligés de prendre nos biens pour donner ça, pour qu'on garantisse cette parité-là, mais c'est le mécanisme franc CFA
euros, qui est garantie par qui? Par la Banque de France, par la France. Ça nous coûte extrêmement cher. Je ne rentre pas dans les détails et survol parce que il faut dégager les inconvénients pour les pays africains. On dit non, la Guinée a fait sa monnaie, elle souffre, mais est-ce que la Guinée détient son économie? Qui gère réellement l'économie guinéenne? Le secteur, parce que c'est l'industrialisation qui emmène la richesse économique. Qui gère toute cette activité industrielle-là? Est-ce que les gens ont la latitude de mettre en place des programmes ambitieux pour permettre un développement viable de leur pays? Non. Donc, on ne peut pas dire la Guinée a fait sa monnaie, vous voyez où ils en sont. Non, la Guinée ne gère pas sa politique de développement. La Guinée est sous l'emprise de la France. On dit, mais pourquoi l'AES est encore dans le... Mais l'AES est en train de quitter le franc CFA. Sinon, pourquoi créer une banque d'investissement? C'est en fait la future banque centrale des États de l'AES. C'est aussi simple que ça. C'est cette banque-là qui va garder tous les actifs de la Confédération. Et l'AES a de quoi, mais a de quoi battre monnaie, a de quoi soutenir une monnaie. Parce que la monnaie, pour qu'elle ait de la vitalité, il faut qu'elle soit adossée sur une garantie. Il faut qu'il y ait une garantie pour donner de la crédibilité à la monnaie. Mais ils ont ce qu'il faut. Ils ont le lithium au Mali, c'est gâté là-bas. L'or, c'est chier. Pétrole, on n'en parle pas. Uranium, ils ont tout ce qu'il faut pour garantir la vitalité, l'embonpoint de leur monnaie. Au moins, ils ne vont pas verser 50% de leurs réserves de change à un autre pays. Cet argent-là sera à eux. Et comme ils ont de quoi garantir cette monnaie-là sur le marché, mais sera une monnaie très respectable. Hein? Et puis, c'est eux-mêmes qui vont gérer plus ou moins la flexibilité de cette monnaie-là en fonction de l'environnement monétaire mondial. Voilà. On n'est pas forcément obligé d'avoir une monnaie forte pour savoir que la Chine, le Japon, la Chine, leur monnaie, c'est comment sur le marché. Mais ils ont des économies robustes. Parce que tu gères comme tu l'entends et comme tu veux, la façon dont tu veux que ta monnaie se comporte. Tu as les moyens pour ça. Donc ça te donne une marge de manœuvre, beaucoup de flexibilité, mais aussi plus de souveraineté. Vous voyez? Donc il faut faire attention, il ne faut pas se prononcer sur les dossiers parce que les gens savent parler ou ils pensent savoir parler. Ils s'adonnent à cœur joie sur des dossiers sensibles et puis tu les vois, ils font beaucoup d'hors-jeu, ils inventent tout et n'importe quoi. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit expliquer. Voilà. C'est quoi le franc CFA là? Il faut vraiment qu'on explique ça. C'est vrai, hein? On parle d'une certaine stabilité parce qu'on peut amortir les chocs, hein, des coûts mondiaux sur, par exemple, des matières importantes, ou alors ça peut juguler, hein, les grandes inflations et tout ça. Mais ce n'est pas seulement à cause de ça qu'il faut rester d'une monnaie. Voilà. Ce n'est pas forcément à cause de ça. Je pense que quand tu n'es pas le décideur de ta politique monétaire, tu subis le desiderata de celui qui se donne pour garant, hein, du bon fonctionnement de ton économie. Donc tout ce qu'ils vont décider là, tu vas l'accepter. Donc c'est vraiment triste, quoi. Et puis dans la fête de la Keïta, on va revenir. Ça, je vais parler ça le week-end. Comme j'ai pris le temps de sortir beaucoup de documents, j'ai pris le temps aussi de les traduire et tout ça. Donc, je vais faire ça à, je ne dirais pas une heure de grande écoute ou audience, peu importe, mais je vais faire ça où on aura plus de temps. Moi particulièrement. Voilà, histoire de refaire tourner un peu mon algo et tout ça. Parce que bon, après quand tu es pas là,
TikTok fait baisser ton algorithme et tout et tout. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut vraiment s'appesantir. Maintenant, regardez comment la Côte d'Ivoire fonctionne en ce moment. Quel est le président de la Côte d'Ivoire? Je pose la question, quel est le président de la Côte d'Ivoire? Les 28 personnes qui m'écoutent là, dites-moi quel est le président de la Côte d'Ivoire? C'est qui? C'est qui le président de la Côte d'Ivoire? Draman, Koudou Laurent Gbagbo, la France. C'est Flamzi Yankee. Non, c'est pas Draman le président de la Côte d'Ivoire. Bon, dans la forme officielle, voilà, il révèle les apparats, voilà, de président de la République, dans la forme officielle. Mais il y a longtemps, il a cédé le bâton à celui que vous savez, à Birahim Anteni. Le vrai président de la Côte d'Ivoire, c'est Birahim Anteni. Et cela depuis déjà 2022. Ouais. C'est lui qui décide de tout. Quand on dit qu'il décide de tout, c'est lui qui gère l'État de Côte d'Ivoire. C'est lui le véritable chef de l'État. Sachez-le. C'est lui le véritable chef de l'État. Vous savez, il y a des choses pour le moment que je vais me garder d'énumérer. Mais les Ivoiriens doivent comprendre que quand vous voyez Ouattara poireauter pendant plus de 2 semaines pour se faire recevoir par le chef de l'État français, pour parler bien évidemment de la dynamique qu'ils vont impulser quant à... Comment je peux dire ça? Parce qu'il y a plusieurs problématiques qu'ils abordent toujours. Vous savez, la Côte d'Ivoire, là, c'est la dernière pièce maîtresse. C'est la dernière chasse gardée de la France et de certains pays occidentaux pour continuer à maintenir ou à garder un pied à terre dans l'Afrique subsaharienne. Mais en fait, de la Côte d'Ivoire va partir véritablement, je dirais, la libération, si je peux appeler ça comme ça, de toute cette Afrique subsaharienne-là, mais surtout va impacter aussi les pays francophones de l'Afrique centrale. Donc, vous voyez ce que représente la Côte d'Ivoire dans le dispositif occidental. C'est quelque chose d'énorme. Tout ce qui se passe au niveau ouest africain, donc les problèmes avec l'AES, les problèmes avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest et tout ça, vous comprenez que tout ça a un point commun avec la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est la pièce maîtresse, soit, je dirais, de la libération de toute l'Afrique subsaharienne, en partant de cela, de l'Afrique francophone centrale. Et partant de ce fait, les gens ils sont prêts à engager de grands moyens. Honnêtement, je vous le dis, de grands moyens. Moi, ce que je sais et de ce que j'observe, on va arriver à un point où on a cette impression-là qu'il y a une certaine accalmie. Voilà, au niveau sous-régional et tout ça. Vous savez que le calme plat n'annonce toujours rien de bon à l'horizon. Le président nigérien est sorti, il a rué dans les brancards, il a situé les responsabilités et il a plus ou moins planté le décor. Il a planté le décor en ce sens que il prévient qu'ils vont maintenant réagir.
Voilà. Le sentant venir, ou sentant plus ou moins l'AES dans une forme de préparatif pour se défendre, je pense bien, ils ont décidé de jouer le calme plat, de pacifier un peu, comment je peux dire ça, le coin, histoire de voir un peu plus clair. Et c'est dans ce calme plat, dans ce calme relatif, que le président nigérien se rend en Algérie. Et les gens crient à la trahison, l'AES n'est pas soudée. Je ne sais pas si les gens ont connaissance de ce qu'on appelle la stratégie politique, mais le président nigérien, le Niger, a toujours eu de bonnes relations avec l'Algérie. Ce sont des relations qui datent de très longtemps. Et bien évidemment, on sait les points d'achoppement entre le Mali et l'Algérie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut toujours continuer dans une posture de belligérance entre deux grands États qui partagent les frontières, ou est-ce qu'il faut entamer, ne serait-ce que, je ne dirais pas des négociations, mais faire le premier pas pour pacifier les relations et surtout faire jouer de cette amitié-là au profit de l'AES? Vous êtes sûr que Tiani peut se rendre en Algérie sans avoir pris langue avec, comment on appelle ça, avec le président du Mali, avec le président du Burkina? Non. Non, pas du tout. Voilà. Je pense que tout ça fait partie d'une stratégie qui est très bien comprise. Et voyez déjà avec quel honneur il a été reçu en Algérie. Donc, il y a une offensive diplomatique entendable et soutenue même par Bamako à l'effet de faire dissiper les nuages entre l'Algérie et le Mali. Et ce sont des choses qui se passent très bien. Quand on voulait mettre en place, je veux dire, une politique protectionniste, mais surtout une politique qui va vous permettre de vous émanciper, il faut au demeurant avoir de très bons rapports avec des pays qui ont des emplacements stratégiques. Voilà. L'AES n'est pas une confédération contre les autres États africains. L'AES ne se met pas en place pour combattre les autres États africains. L'AES s'est mis en place pour insuffler la dynamique de la souveraineté vraie des pays africains. C'est ce qui est normal. Donc, ils n'ont pas mis en place cette confédération-là pour lutter contre les intérêts d'autres pays. Ce n'est même pas là leur but. Je pense qu'ils sont déjà aux prises à une horde de terreau et ils ont besoin de sécuriser leur territoire. Ils ont besoin de garantir la sécurité à leurs ressortissants et c'est ce qu'ils s'attellent à faire. Moi, je suis surpris que des personnes se réjouissent des attaques terreau sur le territoire de l'AES. Les gars, les attaques terroristes là, c'est pas une guerre conventionnelle. Voilà. Le terrorisme, ce n'est pas, comme je disais, une guerre conventionnelle, ce n'est pas une guerre en règle. Ce n'est pas une guerre où il y a, bien évidemment, comment je peux dire ça? Non. Le terrorisme, c'est tout ce qu'il y a de plus anarchique. Il n'y a rien qui est en règle. Et vous savez que les pays de l'AES sont des pays qui ont de très vastes territoires. Voilà, donc les gens s'amusent à venir semer un peu la zizanie, quoi. Mais ils ne peuvent pas toucher le cœur du système. Et moi, ça déjà, ça me réjouit. Ça me réjouit en ce sens que quand le cœur du système n'est pas atteint, le projet est toujours en branle. Le projet est toujours fonctionnel. C'est ça qui est important. C'est vrai qu'on peut dénoncer les pertes en vies humaines, les dégâts matériels, tout ça, oui. Mais je veux dire que ça n'entache pas, ou alors ça n'émiette pas le grand projet de la libération
des pays africains par la Confédération de l'AES. Maintenant, ceux qui se réjouissent là, moi je vais leur poser une question. Ces terreaux-là, ils quittent d'où? Ils quittent de quel territoire pour attaquer? Bon, c'est la question. Et c'est ce à quoi les gens devraient plus réfléchir. Parce que les terroristes, tant que vous êtes en amitié avec eux, il y a une forme de paix relative entre vous et eux. Un peu ce qui s'est passé au Burkina quand Blaise Compaoré était là. Tout le monde savait qu'il offrait gîte couvert aux terroristes. Voilà, donc les terroristes aussi ne se sentaient pas le droit d'attaquer le Burkina, puisque ils étaient dans une sorte de deal. Vous avez entendu ce que le président Tiani a dit concernant les terroristes qui sont remplis dans le nord du Bénin. Mais c'est pas qu'au nord du Bénin. Vous savez que tout le nord de Côte d'Ivoire, là, c'est rempli de terreaux. Donc, ceux-là, est-ce que vous êtes sûr que ce sont des gens qui vont aider à créer une certaine paix dans le nord de la Côte d'Ivoire? Le nord de la Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui ont hébergé la rébellion, non? Hein? La rébellion qui est venue décimer les Ivoiriens. C'est eux. Ils ont été d'accord. Ils ont même donné leurs enfants. Ce sont les témoignages, hein, pour s'attaquer à leurs frères ivoiriens. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que le Nord, là, héberge encore des terreaux. Donc, demain, quand ces gens-là vont se lever, là, c'est à qui ils vont faire du mal d'abord? Je veux dire que vous soutenez quelqu'un qui, en fait, est votre... comment je peux dire ça? Est votre... qui est celui-là, en fait, qui est venu creuser votre propre tombe. Voilà. Vous soutenez quelqu'un qui, à la vérité, ne vous retourne pas l'ascenseur. Et quand les gens veulent parler, ils brandissent un seul élément. Ils disent non, il y a la route chez vous. Mais diantre, est-ce que la route là, ça apporte à manger aux populations qui sont là-bas? Est-ce que vous avez tué les Ivoiriens parce que vous avez estimé que le Nord a été délaissé au profit du Sud? Donc les richesses de la Côte d'Ivoire ont bénéficié, selon vous, à la partie Sud, et le Nord a été laissé pour compte. Bon, maintenant que vous avez mis, selon vous, un de vos frères au Nord, là, mais venez nous montrer le développement qui est au Nord là-bas. Et puis nous, on vous envie aussi, on est parti s'asseoir au Nord. Venez nous montrer ça. Venez nous montrer les investissements massifs qui ont été faits pour rétablir l'équilibre ou alors pour réparer cette injustice qui voudrait que dans le développement de la Côte d'Ivoire, vous aurez été lésés. Moi, je vois rien. On met une plaque noire sur la terre et on vous dit non. C'est le développement qu'on vous a apporté. Donc, c'est à cause de Goudon, là, que vous avez tué les Ivoiriens, que vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire. Non, venez nous dire, c'est à cause des routes. Est-ce que la route, là, ça vous donne à manger là-bas? Est-ce que cette route-là, ça vous sort de la pauvreté dans laquelle vous êtes trempé, vous êtes noyé, là? Venez nous dire. Montrez-moi le nombre d'usines. Parce que c'est l'industrialisation là qui donne un coup d'accélérateur, à l'emploi. C'est l'industrialisation qui va résorber le problème du chômage. Montrez-nous les usines, montrez-nous, je sais pas moi, les hôpitaux, montrez-nous les différents investissements. C'est pourquoi vous avez soutenu Ouattara. Venez nous montrer ça. Ça n'existe pas. Mieux, qu'est-ce qu'il fait? Tous vos enfants, vos grands cadres, ceux qui se seraient assis pour penser un peu, on aurait pensé
penser un peu au problème du Nord, là. Dès qu'ils ont eu l'intention de devenir un jour président de la Côte d'Ivoire, et c'est tout à fait légitime, mais ils sont morts brusquement, subitement. Subitement. Pour vous dire que vous n'êtes pas des leurs, vous n'êtes que un bétail, un troupeau qu'ils utilisent juste pour se maintenir au pouvoir et s'accaparer de toutes les richesses de la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous le savez. Vous-même, vous le savez. Vous avez fait du mal à vos frères pour rien. C'est le point qui est là. Nous, on parlait beaucoup d'entre vous. Voilà. On parle beaucoup d'entre vous. C'est ceux qui ont beaucoup plus de courage qui arrivent à s'exprimer clairement, à le dire. Mais vous savez très bien que les gens, en fait, ils vous ont doublé. Regardez le nombre de milliers de jeunes qui ont été dans la rébellion, qui, pour beaucoup, sont sortis estropiés, pour d'autres, manchots, pour encore d'autres, de laisser pour compte. Ça, c'est pour les mieux nantis, hein. Mais ceux qui n'ont pas eu de chance, beaucoup sont morts. Pour qui? Pour que Nina Péon vienne diriger la geste aussi, et puis emmener des pédocriminels en Côte d'Ivoire, pour faire disparaître les jeunes filles, les enfants à bas âge, juste c'est pour ça, pour qu'ils s'octroient les gros marchés entre eux, pour que cette gestion familiale s'accapare de l'appareil de l'État. Maintenant, vous, dans tout ça, là, vous êtes... Nous, là, nous on subit. Mais les gens n'ont jamais voulu que nous soyons là où nous sommes. Mais vous qui devrez bénéficier de ça, là, vous êtes même les plus mal servis même. Et aujourd'hui, vous-même, là, vous ne pouvez pas parler parce que vous-même, si vous parlez, ils vont vous jeter en prison. Et ça, c'est si vous avez de la chance. Parce que les Ambak, là, ils n'ont pas eu cette chance-là. Vos loulous cadres, là, ils n'ont pas eu cette chance-là. Et vous savez très bien ce qui leur est arrivé. Le sort qui a été le leur. Je dis que tout ça, c'est vraiment du gâchis. Et puis, vous voyez comment ces gens-là sont des fois très mauvaises. Moi, souvent, j'essaie toujours de raisonner par l'absurde ou alors j'essaie d'inverser les situations. Je me dis, ça aurait été le président Laurent Gbagbo qui faisait 4 mandats. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Le coût de l'essence à la pompe augmente de 3 francs. On paralyse la ville d'Abidjan. Parce que le coût de l'essence a augmenté à la pompe. L'électricité était tranquille. On trouvait tous les moyens pour paralyser le pouvoir du président Laurent Gbagbo, dont eux-mêmes étaient des pensionnaires. Mais regardez aujourd'hui, tout augmente. Mais est-ce qu'ils peuvent faire ces grèves anarchiques, ces grèves sauvages-là? Eux-mêmes, ils savent que ça ne les arrange pas. Regardez la vie qui est super chère en Côte d'Ivoire. Coût de loyer et tout. Mais ils vont subir. En tout cas, on va faire les états généraux. Ça, c'est clair. Et puis, la méchanceté extrême avec laquelle vous avez traité vos frères. Vous avez laissé des étrangers. C'est-à-dire casser cette dynamique de cohabitation que nous avions depuis des lustres. Vous avez laissé cela s'imiter au profit des étrangers. Vous voyez, les Draman, les Kantiakama, ce ne sont pas des étrangers. Vous savez tous qui ils sont. Voilà, vous-même là, ils ne vous ont pas donné la place qu'ils devraient vous donner. Voilà, l'un de vos fils est en exil. C'est lui-là qui a donné sa poitrine pour eux, là. On le cherche, on ne le trouve pas. Vous voyez? Maintenant, quand Draman se permet de maintenir des gens en prison depuis 2011, quand il arrête tout le monde, des mamans,
des femmes enceintes, des jeunes personnes, quand il bourre les prisons de la Côte d'Ivoire, par milliers, quand il se permet de faire des arrestations abusives, de faire des arrestations ciblées, quand il met la justice aux trousses des Ivoiriens juste parce qu'ils expriment leur ressenti, quand ils font juste remonter leur colère, et que pour l'avoir fait, cela leur vaut la prison, des arrestations, des enlèvements et même des assassinats, pensez-vous que le jour où Ouattara ne sera plus là, les Ivoiriens vont aussi être cléments envers vous? Non. Parce que les lois, les mesures coercitives, les lois très dures que vous avez fait voter là, on va vous les appliquer. Parce que vous regardez Ouattara comme un dieu, et moi ça m'étonne. Est-ce que Ouattara a eu plus d'entrées que, pour ne citer que l'un des plus illustres, que Mobutu? Mobutu, les enfants de Bush père sont venus passer des vacances à Gbadolit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Le président le plus puissant de la terre, ses enfants viennent passer vacances dans lui, son village. Les palais présidentiels du monde occidental lui ont été ouverts. Il avait accès à tous ces puissants. Je dis que Draman n'avait pas le bras aussi long. Draman doit s'assuivir à un jeune homme qui gère la France. Le jour où les gars revoient plus ou moins leur accord entre eux, où ils estiment d'avoir plus besoin de lui, ça en sera fini de vous. Donc, ça peut prendre le temps que ça prend, mais ce pouvoir-là, vous allez le perdre. Vous allez le perdre. Et dans pas longtemps. Voilà. Vous allez le perdre. Donc, tous les actes que vous avez posés, qui ont concouru à mettre sous éteignant à la vie de milliers d'Ivoiriens, ces actes-là ne vont pas être laissés pour compte. Vous allez payer pour ça. Il y a une justice, et cette véritable justice-là va vraiment jouer son rôle. Parce que toute cette souffrance-là, nous ne la méritons pas. Donc, on essaie juste de faire la conversation. Voilà, je suis en train de remettre mon algorithme en place comme il y a longtemps que j'ai fait les directs. Donc, c'est juste pour vraiment parler, discuter. C'est pour ça que je parle un peu de tout, quoi. Je parle un peu de tout. Voilà, je parle un peu de tout. Mais sinon, je suis très content du pressing concernant l'affaire Epstein et concernant la nièce de Ouattara. Faut vraiment pas... Voilà. Elle, si elle se lève et puis elle va en France, ils vont la tâcher. Ouais. Même aux États-Unis. Voilà. Parce que j'ai vraiment pris le temps de regarder le dossier de plus en plus, fouiller. Tiens, non. Elle est dangereuse même. C'est même pas de l'amusement. Ouais, elle est dangereuse. J'ai vu plein de choses. Mais bon, en même temps, on n'est pas surpris. Voilà. On n'est pas surpris parce que ce sont pas des hommes d'État. Voilà. Un homme d'État ne va pas se mettre dans des choses comme ça. C'est pas possible. Non. Il y a des choses trop. Et puis, Jeffrey Epstein, quand il a commencé à avoir ses problèmes, c'était en 2008. Mais les gens ont continué de rester en contact avec lui. Quand la justice américaine l'a arrêté, quand le drap a pété, tout et tout là. Malgré ça là, eux ils ont continué à collaborer. C'est ça même qui choque en fait les gens. Voilà. Mais bon, elle a contribué à alimenter un réseau pédo. C'est très grave. Voilà. Faut pas que les gens essaient de vous faire croire que sa responsabilité est très minime.
Les gens qui ont juste parlé lui-même, là, on les a attachés, on les a jetés en prison, ils sont sujets à des enquêtes et tout ça. Normalement, ce que notre illettré comment on appelle ça, de procureur aurait dû faire, c'est d'ouvrir une information judiciaire. Imaginez, c'était la nièce du président Laurent Gbagbo. Moi, toujours, quand il y a quelque chose qui arrive là, j'inverse et dis, ça là, si c'était le président. Tiens, imaginez, c'est la nièce, c'est la fille du président. Aïe, il touche du bois. Mais on était mort. Non, samedi, on va faire le grand déballage, Dieu voulant. Voilà. Je vais faire, comment on appelle ça? TikTok Studio. Comme ça, les documents, je pourrais les afficher, on pourra regarder tout et tout. Voilà, pour ne pas que je parle à chaque fois. Pour montrer une preuve, je suis obligé de faire caméra comme ça, parler, non. Voilà, je vais vous montrer et tout ça. On va voir les ramifications, son implication, le premier contact avec le gars. Voilà, comment ça s'est passé, les mails échangés. Comment est-ce que cette histoire de... Oh, non. Ouattara a croisé le gars, hein. Ouais, il a croisé le gars bien, ils se sont vus bien même. Bien. Donc, tout ça, c'est... On dit non que c'est devenu le programme politique de l'opposition. Aïe! Toi, tu fais ouverture, il faut pas en chicoter. C'est des comédiens. Genre, eux, ils veulent nous complexer, quoi. Voilà, en même temps, le président aussi a rencontré, le président Laurent Gbagbo, pendant que j'y pense, a rencontré, je crois, les militants de la Nawa, non? C'est ça, hein? Voilà, il les a rencontrés, il a délivré un message qui est très, très, très intéressant. Voilà, donc ça aussi, je vais revenir là-dessus. Mais l'affaire Epstein, faut pas, ils vont vous complexer, hein, pour dire non, vous n'avez le programme politique de l'opposition. Oui, c'est un programme politique. Aïe. C'est un programme politique. Voilà. Vous prenez les jets privés où des innocentes personnes ont subi des assauts et ont fini par perdre la vie dans des conditions atroces. Normalement, on devait mobiliser cet appareil-là. On ouvrait une information judiciaire. Et puis cette Nakeïta là, il y a une commission d'enquête parlementaire qui allait se mettre en... C'est pas une petite affaire quand même, ouais. Et tout ça, faut pas rigoler avec, parce que ça vaut forcément son pesant. Voilà, dans le pouvoir de Alassane Ouattara. Alors moi, je vais faire mon émission là-dessus, hein. Soleil, après toi, hein. On va faire NCI grand format. Voilà. NCI grand format TikTok. Tu seras le chroniqueur. Il y aura les chroniqueuses. Et puis, chacun va venir parler. De toute façon, on leur donne la parole. On dit non, on a dit Bamba a préparé soit ce gars n'a pas donné président. Et puis on prend ça pour faire une émission. Puis tu vois les chroniqueurs, les couillous, les landou couillous, le nain qui est devenu député là, tu les vois en train de baver sur Laurent Gbagbo, tu regardes ça, tu dis mais c'est pas possible. Et on prend l'opposition qui devient le sujet phare des émissions télé, dit télé sans filtre. Voilà l'information. Le chroniqueur de Live TV là, c'est comment? Ça, c'est pour tirer sur le président de l'AES, là. Les muscles sont bandés. Nina Keïta, c'est une poclée. Voilà. Elle est mouillée, trempée, jusqu'au cou. Elle a dépassé même pas, jusqu'au nez. Avec le plus grand pédocriminel de toute l'histoire. Le dossier le plus sale. Parce que, vous savez pourquoi les gens minimisent ça? Ils ne sont pas au fait des réels chefs d'accusation. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'histoire même complète. Ils n'ont pas les atrocités commises. Ils n'ont pas ce à quoi les gens se sont adonnés. Ils ne savent rien. Voilà, on dit non, Jeffrey Epstein, le pédocriminel. Et puis bon, voilà quoi. Le mot fait un peu doux à l'oreille, pédo, et puis on ne sait pas. Mais il faut décrire ce que c'est. Les actes menés, les actes posés. Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Quand tu vas savoir la profondeur, la méchanceté, la façon exécrable d'avoir géré comme ça des enfants,
et on va te dire que ton président a mangé un tel personnage, tu vas regarder ton président là avec un œil bizarre. Tu vas comprendre que ils ne sont pas différents des Epstein. Voilà. Ils ne sont pas différents. Parce que même après avoir été au fait de tout ce que le gars a commis comme atrocité, quand la justice a commencé à fouiller dans ces trucs, il a commencé à comparaître, il y a des mails qui prouvent. Mais lui, qu'en 2018, alors que lui, depuis 2008, il était dans les... Il avait déjà commencé à être truc. Donc, faut pas qu'on... Moi, j'ai fait mon émission de télé parce que je sais que mes rediffusions vont très loin. J'ai vu beaucoup de mes rediffusions un peu partout. Facebook, YouTube et tout ça. Apparemment, les gens ils nous regardent. Ils regardent ce que nous disons. Donc, il faut pas continuer. Il faut pas baisser là-dedans. Moi, je vais faire ça. Voilà. On va appuyer l'accélérateur. Si vous voulez, dites que c'est notre... c'est devenu le programme de société. C'est devenu le programme de société de choses. Pendant que ça tombe, de Wellington, il a vu que tu es connecté. Il y a une commission pour toi. Faut pas partir, il y a une commission pour toi. De Wellington, il y a une commission pour toi. D'entrée de jeu, je disais que on a mis un stop, un frein, voilà, à nos sorties sur PDCI, son président, tout ça. On l'a fait pas par crainte, hein, ou parce qu'on nous a donné l'ordre et tout ça. On a des éléments à la terre parce que il y a vraiment beaucoup de choses que traversent les Ivoiriens pour nous qui sont trop graves, tu vois. Donc, il y a des trucs dont on peut se passer. Faut parler à ton gars qui fait vidéo, qui fait mèche là. Garçon qui fait mèche là, faut lui parler. Il y a vu une de ces vidéos sur le président Laurent Gbagbo. Il t'assure que quand il y a un reprendre, s'il reprend M. Tiam, tant qu'il n'y a pas un changement à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, ce sera lui mon sujet. Et j'ai vu que mes vidéos vont très très loin. J'ai vu ça. J'ai vu ceux qui m'ont interpellé. J'ai vu ceux qui sont venus nous dire de laisser tomber, d'aller mollo. Tu vois un peu. Donc quand on le fait là, c'est parce que la vérité, la cause n'avance pas réellement, tu vois. Donc, quand tu remarques bien tous les communicants PPACI, tu ne verras pas quelqu'un parler du PDCI. Je sais que tu es d'accord avec moi. Voilà, on a, pour la plupart, hein, sans même s'être concerté, voilà, les gens laissaient tout ça et on est en train de mettre la pression sur Ouattara de plus en plus. Il faut vraiment mettre la pression sur lui. Et Dieu merci, les scandales comme les Epstein là sont venus dedans. Donc tu peux pas comprendre comment c'est le pain le plus béni. Ça dit que c'est quelque chose même, tu ne peux pas imaginer. Donc ça c'est un truc même, on doit même nager, manger ça même. Parce que cette affaire Epstein, les gens négligent, mais ils n'ont pas compris pourquoi le gouvernement de Ouattara, c'est les gars, ils sont toujours prompts à faire des communiqués. On dit non, le procureur a fait comme... C'est faux, le procureur n'a pas fait, ils ne peuvent pas se prononcer sur l'affaire, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous savez jusqu'où les gens sont mêlés même? Samedi, il a fait l'émission, ici allé, il a dormi dans le dossier des Epstein là, sur le département of Justice du ministère de la Justice américaine. Non, il y a trop de trucs. En fait, il a compris pourquoi les gars ne bronchent pas. Et ils veulent qu'on surfe à la surface, quoi. Tu vois, non? Genre, Nina Keita, non, elle a fait, tu vois. Alors que c'est une affaire, ça peut avoir des effets et trucs. Donc, il y a des trucs importants, ça. Donc, il faut parler à ton gars. C'est ton gars, il faut lui parler. Il scrollait, s'il tombait ici, sa vidéo là, il n'était pas en jet du tout. Mais bon, en même temps, il est libre, hein, il est libre. Il peut, mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel.
Les gars sont en train de fatiguer le PDCI. Les gars sont en train de mélanger les trucs. Ils sont en train de vraiment s'aimer le flou. Déjà, il y a fort à faire en interne pour que d'autres partis vont venir encore taper. Non, ça c'est même pas utile. C'est même pas utile. En tout cas, l'affaire Epstein, hein, je suis très content de la façon dont on gère ça. Non, ça me plaît. Il faut pas qu'on... Ça dit, il faut qu'on les emmène à ouvrir, ne serait-ce que... Il faut que l'État se mêle de ça. Il faut que officiellement, ils disent, bon, on va entendre Nina Keïta ou bien on va ouvrir une information. Bon, je sais qu'ils ne vont pas ouvrir une information judiciaire, mais au moins, ils n'ont qu'à faire une enquête. C'est-à-dire que, ça, au moins, ça n'a qu'à devenir officiel au sommet de l'État. Tu vas voir. Quand tu fais la revue de presse, par exemple, mais regarde comment les gars parlent. Ils sont allés faire les coupures, la revue de presse. Ils sont allés voir, mais les gars puent. Les gars puent. Je suis sûr qu'ils sont partis en France là. Ils sont allés mouiller les directeurs des organes. Ouais, de Wellington, il dit Epstein chaque jour. Oui. Je suis sûr que ils sont allés en France. Ouattara est parti en France. Il est allé. Ils sont partis. C'est pas valise d'argent. Hein. Dans soute d'avion là. C'est là qui était dedans. Non. Aller corrompre les patrons de presse là pour dire non, dosé. Tiens, non. Vous frapponnez trop. Non. Donc ça là, il faut qu'on appuie. Il faut vraiment qu'on appuie. Et puis continuer à dénoncer beaucoup de choses. Et puis il paraît que il y a un délestage. Il y a quelqu'un qui me dit que, vous voyez, quand il y a... Moi, c'est en cela que c'est en cela que, regardez, je vais vous montrer. Où ils ont dit, Babou donne notre courant. En fait, à Abidjan, on dit les gars ont fini à couper courant à Abidjan, c'est pas possible. Non, ils n'ont pas fini à couper courant. On est en plein d'un délestage. Plus chronique que ce qui s'est passé sous le temps du président Laurent Gbagbo. Pas parce que je défends le président Laurent Gbagbo. Hein. Le président Laurent Gbagbo, on sait pourquoi il y avait le délestage, mais surtout, il y avait une clarté quant à ce délestage-là. On savait les zones qui allaient subir le délestage. Il y avait une communication qui était claire là-dessus. Il y avait des heures de coupure dont on était informé. On savait donc, il y avait des dispositions qui étaient prises. On sait que dans telle zone aujourd'hui, ils vont couper courant de telle à telle. Qui se rappelle? Dans les années 2009, je crois bien, 2008, qui se rappelle de ça? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là. Vous vous rappelez, non? Moi, je me rappelle. Hein. Moi, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Mais ce qui se passe, il y a un rationnement de l'électricité. On rationne les quartiers d'Abidjan en électricité. Mais ce n'est pas que l'électricité. Il y a l'eau qui manque. Il y a des zones où les gens n'ont pas vu l'eau depuis des semaines. Et la ville, le pays entier est rationné. Donc, tout ça là, ce sont des moyens importants, en tout cas sur la communication et les débats causés par le pouvoir Ouattara aux Ivoiriens. Parce que eux, quand il y a eu ça, ils ont fait des accusations assez graves. Ils n'ont ménagé aucun effort pour communiquer sur les choses les plus futiles, pour mettre ou pour clouer au pilori le pouvoir du président Laurent Gbagbo. À leur tour, nous, on n'est pas assez, je veux dire, on n'est pas assez tranchant sur ces sujets-là. Parce que vous savez qu'au pays, on ne peut pas parler. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça plusieurs fois même déjà, mais il paraît que c'est très grave. Regardez l'immeuble, 272 milliards que Ouattara est en train de faire au plateau. Ça aurait pu créer au moins 15 000 logements sociaux. Est-ce que vous savez ça? À raison de peut-être 25 millions.
une maison. On immobilise 272 milliards dans une tour, juste pour dire, waouh, c'est joli. Non, c'est incroyable. C'est pour faire quoi? Cette tour-là vient résoudre quel problème? Quelle est la plus-value de cette tour-là? 272 milliards. Il y a la crise de logement. On ne pouvait pas permettre que cet argent-là puisse au moins créer des logements sociaux à raison d'un logement à 25 millions, ou je ne sais pas moi. 272 milliards. Mais juste pour qu'on dise Ouattara c'est un bâtisseur. Mais tu bâtis comment? On a dit il faut c'est un bâtisseur, non? Mais on a vu les retombées. Quoique il y a beaucoup à dire, mais au moins là, on a vu. Il a bâti et les populations ont bénéficié de cela. Les gens ont pu goûter au moins à l'œuvre que Houphouët-Boigny a mis. Il dit, est-ce à l'État? Mais est-ce que toi, tu es un Ivoirien, Caracara? Toi, tu n'as pas les soupes, les psychogies, les trucs là, qui a permis aux parents qui avaient des revenus modestes d'acquérir des maisons là. C'est une politique de l'État. C'est l'État qui a construit. Hey! Les psychogies que tu vois partout, les psychogies, soupes, machin là, c'est l'État. Et avant, je pense qu'il y avait des programmes de, comment on appelle ça, location-vente, où tu finis de, c'est comme tu payes un loyer, et quand le montant de la maison est atteint par rapport au loyer que tu payes, la maison te revenait. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui avait en son temps, le président Houphouët-Boigny, il avait fait ça. Où il en avait l'argent? C'est l'État de Côte d'Ivoire, mais c'est un programme qu'il a mis en place. Ça soutient plein de parents. Hey! Mais c'est l'argent de l'État. Notre richesse là, notre café cacao, notre agriculture et tout ça là, l'argent là, il prenait pas ça pour aller, on détournait pas 1500 milliards par an. Il faisait pas ça. Il dit, bon, même si on magagne un peu, mais créons ça. Les sociétés, les SODE là, mais ça a permis d'embaucher beaucoup de nos parents. C'est cette mascarade. On fait chuter le cours du cacao à l'international pour faire tomber nos économies. Vous voyez, c'est pour ça que quand je regarde tout ça, j'ai mal. Nous sommes des pays avec d'énormes potentialités. La Côte d'Ivoire était sur une pente comme ça. Miracle ivoirien. Pourquoi? Parce que notre agriculture était en forme, le cacao se vendait à l'international. Donc on montait en puissance. Est-ce que vous voyez? Il faut casser cette dynamique-là pour récupérer les économies de ces petits pays africains, mais qui regorgent des richesses innombrables. Donc, on fait chuter. Pourquoi on fait chuter le coût du cacao? Pourquoi? Les économies dépendent de ça. Quelle est la raison pour faire chuter? Si j'ai l'habitude de vendre 1 kilo, je dis n'importe quoi, 1 kilo à 3000, je sais que chaque fin de mois, quand je vends mon cacao, j'ai 3000. Donc, c'est en fonction de ça que je gère mon programme. J'ai dit, bon, j'aurai 3000, donc j'ai 1000 francs que je mets de côté. J'ai 1000 francs pour toutes mes charges, mes enfants, tout. Et j'ai 1000 francs pour investir. Donc, ton économie est, tu vois, est en forme parce que ce qui te rapporte là est bien vendu, est bien acheté. Maintenant, du jour au lendemain, on dit non, ce n'est plus 3000, c'est 1000 francs. Donc, il y a un manque à gagner de combien? De 2000. Mais ça a apporté un coût, un préjudice énorme. Ça va faire rentrer tout de suite l'économie dans une situation précaire. Non, car moi, il ne fait pas monter
les gens qui n'ont pas photo, qui mettent... Moi, tu me vois, non? Bâtard, là. Si tu me vois dans la rue, tu peux m'agresser, hein? Est-ce qu'il peut manger... Est-ce qu'il peut manger Midos? Ouais, dis, non, café. Hein? Non, je veux dire, les gens, les Occidentaux se mettent d'accord, ils font chuter le coût du cacao, ça vient frapper en plein fouet nos économies déjà affaiblies. Et puis, comme c'est sur ça, cette principale ressource-là, notre développement, notre richesse est bâtie, on perd tout, on tombe dans une forme de récession, et puis on vient en pompier pour dire, bon, vous voyez, hein, c'est chaud sur vous. Bon, tel secteur là, libéralisé, secteur de l'eau là, vendez, tel secteur, bon, telle société d'État là, non, l'État investit trop d'argent, vous savez que vous n'avez plus d'argent. Hein? Faut dire à Ange. Faut dire à ma vie. Et puis, on nous envoie des gens comme les Ouattara pour venir dépecer notre économie et puis vendre notre économie aux investissements, au capital étranger. C'est comme ça qu'on nous arrache nos économies. C'est comme ça que les secteurs les plus juteux sont remis aux camarades des Occidentaux. Et nos économies nous échappent. Et puis on tombe dans la... Je sais pas. Je sais pas. Sinon, si Houphouët-Boigny n'avait pas pensé à mettre en place cet ambitieux programme de logements sociaux de l'époque, beaucoup de parents n'allaient pas être propriétaires. Beaucoup d'enfants qui aujourd'hui sont des cadres éminents de ce pays-là allaient peut-être se retrouver, que sais-je, peut-être au village ou je ne sais pas moi. Mais parce que l'argent a servi à loger décemment les Ivoiriens. Voilà. C'est-à-dire, en plus de faire les tours au plateau, là, on a pu créer des cadres ou des trucs, voilà. Je veux dire que il y a beaucoup à redire, hein. Moi, je ne suis pas totalement d'accord sur beaucoup d'aspects, mais ça, c'est des choses qui sont palpables. On peut apprécier. Voilà, on peut dire ça au moins là, ça a été fait. Mais sous Ouattara, qu'est-ce qui a été fait? Toi-même, tu dis, il y a un déficit de 500 000 logements. Toi-même, avant de venir au pouvoir, là, toi-même, tu fais le point de ça. Non, je ne sais pas. Maintenant, le peu d'argent, tu t'en immobilisé 272 milliards dans une tour. Qu'est-ce que cette tour-là rapporte à la Côte d'Ivoire? C'est location de bureau, là. Ça va rapporter combien? Mais une tour, là, elle s'entretient. Hein? Est-ce qu'on a pu élaborer les charges que cette tour-là va générer? Mais tu as entretenu une tour comme ça? C'est beaucoup d'argent. Ça, là, c'est pourquoi? C'est pour dire que Ouattara travaille. Pendant qu'il y a une crise de logement. C'est parce qu'il y a la crise de logement que les Ivoiriens n'arrivent pas à se loger décemment et que les coûts des loyers s'envolent. Et non content de ne pas répondre favorablement au défi du manque de logement, on taxe les éléments qui servent à la construction. On met des taxes dessus. Non, Ouattara, c'est un politicien. C'est-à-dire, on met tout en œuvre pour que les coûts s'envolent. 272 milliards. Alors que les Ivoiriens n'arrivent pas à se loger. On dit que à cause du gap de production de notre électricité, là, qui est de 150 milliards, on a décidé d'augmenter le coût de l'électricité au kilowattheure. Donc, depuis là, on n'a pas encore comblé ce gap-là. Regarde comment on mène la vie dure aux Ivoiriens. Facilement. Moi, je sais que tout ceci est pour un temps. Voilà, tout ceci c'est pour un temps. Ce sont des choses qui ne vont pas perdurer éternellement. Voilà. Il faut seulement que les Ivoiriens, nous, en tout cas les partisans du président Laurent Gbagbo, ne lâchons rien. À l'instar de notre guide, qui ne lâche absolument rien. Aujourd'hui, j'ai apprécié ce qu'il a dit. Mais comme d'habitude, hein, voilà, le président Laurent Gbagbo, il est toujours resté égal à lui-même. Et puis, dans ce qu'il a dit,
il y a des petites confidences là-dessus. Je vais revenir là-desui. Hein. Comme je disais, il y a longtemps, j'ai fait des directs, donc c'est pour vraiment faire tourner mon algo, quoi. Pour que ça revienne un peu. Voilà. Donc, les Ouattara, là, ce ne sont pas des hommes d'État. Ils ne sont pas intelligents. Voilà. Quand on dit, Ouattara a fait quoi? On dit, il a fait route. On dit, il a fait quoi? Il a fait 1000 lycées et collèges. Vous savez, les Blancs, quand ils font les choses, là, on peut retracer. Les impôts, ce que perçoit l'État en matière de dividendes, en matière de recettes fiscales, en matière de taxes et tout ça, on sait plus ou moins ce à quoi l'argent sert ou alors dans quoi l'argent a été investi. Les gens nous font des rapports avec des chiffres pompés, pompeux et onéreux. On dit qu'on a construit 1000 lycées au collège. Il y en a dans ces lycées-là qui ont été simplement des bâtiments qui ont été remis en état de fonctionnement et tout ça. Dans ce cas, ne dites pas que vous avez créé 1000 lycées au collège. C'est très grave. Parce que vous n'avez, c'est pas le cas. Vous savez, quand je dis par exemple, j'ai construit 1000 lycées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déboursé de l'argent pour ça. C'est ça que vous comprenez? Donc, si je te dis que j'ai construit 1000 lycées, ça veut dire que ces ouvrages-là ont un coût. Donc, j'ai pris l'argent quelque part pour réaliser ces ouvrages-là. Donc, comment je peux m'assurer que l'argent est judicieusement utilisé? C'est par les preuves que je peux voir. Donc, si tu me dis que j'ai utilisé 1200 milliards ou 500 ou 700 milliards pour la réalisation de 1000 lycées et collèges, qu'est-ce qui me donne clairement de te croire? C'est parce que je peux voir les ouvrages là. Je peux constater leur effectivité. Maintenant, qui peut me retracer les 1000 lycées et collèges là? Qui peut? Parmi nous ici. Moi, je suis allé fouiller. Hein. Voilà, moi, il fouille beaucoup. Il a retrouvé quelque chose. Pour dire qu'en fait, regardez par exemple, ils ont fait le PJ Gouv. Le document est là. Ils ont fait le programme national gouvernemental. Tu veux quoi? Ferme la porte. Donc, oh, mais l'enfant m'est fatigué. Toi, t'as dit quoi même? Il parlait de quoi? Ouais, lycée et collège. Donc, même les autres, les gars, en fait, ils disent que Ouattara dit 1 milliard par jour. Les gars, on fait causerie, hein, je parle un peu de tout. Comme je l'ai dit, c'est pour refaire un peu mon algo, tout ça. 1 milliard par jour. Comment est-ce que la jeunesse reçoit ces 1 milliard par jour? Ils ont dit non, c'est sur un programme ou un certain nombre de programmes bien échelonnés qui sera financé. Donc, ce sont des programmes qui seront financés de la période, écoutez bien, 2023-2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 1 milliard par jour que Ouattara dit enlever là, ça va servir à mettre en place, à réaliser des projets au profit de la jeunesse. Donc, ils ont confectionné, ils ont confiné tout ça dans ce qu'ils ont appelé le PJ Gouv. Pardonnez, allez faire recherche. Non seulement la plupart des programmes énumérés n'ont pas vu le jour, à l'image de l'usine Usifem, à l'image des dons qu'ils auraient, bon pas des dons, des prêts qu'ils auraient octroyés à un certain nombre de jeunes. Ils ont fait des, comment on appelle ça, quand tu viens donner chèque à quelqu'un et puis tu viens filmer pour montrer que tu as fait, Et il y a beaucoup de projets
qui sont restés en état d'élaboration, mais qui subitement se sont vus être alloués des budgets. Pourtant, les projets sont restés au même stade d'élaboration. Ces projets-là n'ont pas connu leur aboutissement. Parce que si tu me dis que tu vas faire une usine de transformation de manioc, Usifem à Dabo, qui va générer un certain montant, qui va donner du travail de façon directe à 5 000 femmes et de façon indirecte à 10 000 femmes, d'abord, on doit pouvoir retracer l'usine de transformation en question. Oui, parce que cette usine-là, la réalisation de cette usine a un coût qui a été chiffré. Donc, quand tu vas retrouver ça, tu vas chercher la réalisation de cette infrastructure-là. Je ne le retrouve pas. Pourtant, de l'argent a bien été décaissé à ce sujet. Je ne le retrouve pas. Et il y a plein de projets, parce que c'est sur une période 2023-2025, hein, les 1 milliard par jour. Là. Donc, il est consigné dans notre budget qu'il y a de l'argent qui est mis à la disposition du ministère de l'Emploi et des Jeunes à l'effet de mettre en place des projets pour ces jeunes-là ou de financer leurs projets. Mais c'est du vent. Mais pourtant, les moyens sont décaissés. C'est grave, est-ce que vous avez ça? Ils disent avoir construit 1000 lycées et collèges. Moi, ils allaient fouiller. Hein? J'ai vu un truc qui m'a... J'espère que je vais retrouver ça. Qui m'a interpellé. Et ça, je vais partager ça avec vous. Si je le retrouve. J'ai retrouvé. Mais il y a beaucoup de dossiers. Là. Ok. J'ai retrouvé. Est-ce que vous savez que Marietou Koné, vous savez que le ministère de l'Éducation, là, c'est le ministère qui a le budget le plus important, non? De tous nos ministères, là. C'est le ministère de l'Éducation qui a le budget le plus important. Je crois que c'est 1000 et quelques milliards. Ils disent qu'ils ont construit 1000 lycées au collège. Ils s'en vantent. C'est à mettre à leur actif quant aux résultats de la gouvernance de Ouattara. Mais il faut pouvoir vérifier tout ceci. Est-ce que vous avez vu des émissions télé pour décortiquer clairement les résultats de la gouvernance de Ouattara? Tout ce qu'ils vont faire, ils vont vous gaver de chiffres qui ne sont pas vérifiables. Comme, pour certains, on peut peut-être vérifier, mais pour la plupart, je dirais même la majorité, on ne peut pas avoir de traces. Par exemple, ils ont parlé de la lutte contre la pauvreté. Mais en quoi consiste la lutte contre la pauvreté? Quel est le programme qu'ils ont mis en place pour combattre ce fléau-là, je dirais? Quand on sait que plus de 37% de la population ivoirienne vit en dessous du seuil de la pauvreté. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, avec tous les milliers de milliards qu'on engrange là, quelle est la politique de lutte contre la pauvreté que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place? Parce qu'ils disent venir en soutien aux ménages les plus faibles. Il y a ce qu'ils ont appelé... Non, attends, il ne faut pas se disperser. Allons-y pour l'école, c'est que j'ai découvert. En octobre 2024, plus précisément le 10 octobre 2024, Marietou Koné, qui est la ministre de l'Éducation, a inauguré, écoutez bien, a inauguré 28 collèges de proximité dans la région du Béquet. Je n'ai pas dit pose des premières pierres. J'ai dit, on dit, c'est sourcé. Il y a eu l'inauguration de 28 collèges. Donc, quand on dit inauguration, là, ça veut dire quoi? Soit ils ont réhabilité, ou alors ils ont construit. Mais de ce que je peux voir ici, il ne s'agit pas de réhabilitation. Ils ont fait une remise symbolique
qui s'est tenu au collège Abla Poko de Thiéplé, dans le département de Boaké. Et ils ont chiffré cela à 43 milliards. 43 milliards. Et le seul collège, c'est le collège Abla Pokou Ngoran Ndranoua de Thiéplé. Merci maman Nadia. De Thiéplé. Mais on dit c'est 28 collèges dans la région du Béké. Je veux les tracer. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver? Pourtant, c'est chiffré, hein, c'est 43 milliards. 43 milliards. À l'inauguration de 28 collèges dans la région du Béké. Moi, c'est un collège que j'ai vu. Où sont les autres? Je vais revenir sur l'aéroport de Korogo, où le ministre a... Attendez, j'ai ça aussi. Ceux-là, ils savent pourquoi ils ne veulent pas quitter au pouvoir. Ils savent pourquoi. Le ministre Amadou, ils ont inauguré l'aéroport de Korogo. Si vous vous rappelez, en 2021 ou je ne sais plus quoi là, 23 ou quoi là. Il a dit, j'ai le discours ici, hein. Le discours est dans mon téléphone. Il y a tellement de trucs, mais je vais vous dire ce qu'il a dit. Il dit que ce qui a fait que les travaux de cet aéroport-là ont coûté cher, c'est l'acquisition d'un instrument, en fait, qui est l'aide au système d'atterrissage des avions. Voilà, on appelle ça ILS. Voilà, donc c'est ça qui permet aux avions d'atterrir en toute sécurité, quoi. Donc, il dit que, écoutez bien, c'est l'acquisition de cet instrument-là qui a fait que l'ouvrage a été onéreux et que ça a coûté 23 milliards. ILS, et il a dit le nom. Il y a le discours qui est là, il y a tout qui est là. C'est lui-même qui a dit, c'est pas quelqu'un qui a dit. Ok? Mais l'ILS là, ça coûte pas 23 milliards, vous avez combien? 23 milliards de dollars pour ILS. L'aéroport de Korogo là, il y a combien de pistes d'atterrissage? Il y a combien? Est-ce que même il y a un terminal là-bas? L'aéroport de Korogo, c'est là. C'est une petite, je sais pas moi, c'est un aérogare. Est-ce que ça c'est un aéroport? Les aéroports les plus importants, c'est-à-dire un aéroport de type normal, si on veut prendre le coût de l'ILS, ça tourne aux environs de 2 millions de dollars, 3 millions de dollars. 2 millions de dollars, si tu prends 1 million qui fait 500 milliards, donc, pardon, 1 million de dollars qui fait 500 millions, donc tu peux tourner autour de 1 milliard 500, bien trop, maximisons 2 milliards. Mais à regard de choses, comment on appelle ça, de Korogo, ILS là, 23 milliards. Les gars ne nous respectent pas, hein. Mais tout ça, c'est documenté. Nous, on a documenté tout ça, toute cette gabégie financière là. Où l'argent est allé là, nous on allait récupérer. C'est là la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pour ça qu'on a tué les Ivoiriens? En définitive, je me pose la question. Donc c'était uniquement pour voler l'argent des Ivoiriens. Parce que
Moi, je crois que oui. Pourquoi je le dis? Je crois que c'était uniquement pour voler l'argent des Ivoiriens parce que les raisons qui ont amené à mettre en place cette rébellion-là, dont la xénophobie, dont l'interdiction du port de boubou, dont les arrestations arbitraires et finalement les exclusions des élections, toutes ces raisons qui ont été évoquées pour faire la rébellion là, mais ce sont ces raisons-là aujourd'hui qui sont érigées en mode de gouvernance, qui excluent aujourd'hui. Et ils font pire. Qui excluent? Ce sont eux qui pratiquent la xénophobie à ciel ouvert. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui pourchassent les gens de l'AES qui hier étaient leurs amis, qui cherchent dans les origines des gens. À une certaine époque, c'était impossible de le faire, mais c'est eux qui font ça. Qui fait le rattrapage ethnique? C'est eux qui disaient que eux, les Djoula, on les mettait à côté. Et puis les autres ethnies, les autres régions bénéficiaient de la largesse du pouvoir. Mais eux, ils sont venus. Est-ce qu'ils ont cherché à rééquilibrer les choses? Est-ce qu'ils ont cherché à enlever cette injustice-là, selon eux? Non. Donc, tout ce qu'ils ont cité comme raison pour mener la rébellion, là, ne tient pas, puisqu'ils sont venus faire pire que ce qu'eux-mêmes ont dénoncé hier. Donc, on comprend qu'en fait, ces raisons-là n'ont servi que d'alibi pour leur permettre de venir au pouvoir, pour voler l'argent des Ivoiriens. On a des péages partout. Pourquoi? Sur un tronçon, on peut avoir 4 péages. Mais il y a des activités, ce n'est pas que pour les voyageurs. Il y a des gens qui vivent dans la zone. Ça veut dire que pour quitter d'un point A, toi qui habites dans la zone A, pour aller à un point B, tu vas payer 2 péages, quoi. Mais tu vis là. Tu as peut-être une activité que tu exerces, ou bien il y a, je sais pas moi, quelque chose que tu fais. Donc chaque jour, donc il y a tout ça là qu'il faut. Il y a ça. Il a dit que ce n'est pas uniquement des gens qui empruntent le tronçon pour voyager, mais il y a des gens qui habitent dans la zone. Tu te rends compte, chaque jour tu vas dépenser 2000. Si tu dois traverser ce tronçon là pour aller d'un point A à un point B alors que tu habites dans la zone, ça te fait combien le mois? Je ne sais pas si les gens réfléchissent à ça. Pourquoi des péages sur toutes les routes nationales? Pourquoi? Nous tous on vit en hexagone. Il y a le choix. Il y a les routes nationales, puis il y a les routes privées. Tu as le choix. Soit tu prends la route péage, c'est toi qui vois, ou bien tu prends la route nationale. Parce que les taxes, les impôts que nous payons là, c'est dans ça qu'on prend pour faire route là. C'est dans ça. Les taxes sur le carburant, les taxes à l'exportation là, c'est tout ça. La NES fiscale qui chaque jour grossit un peu plus là. Les circulaires douaniers qui finissent de faire envoler le coût des taxes là. C'est ça là on prend pour faire les routes. Donc à quel moment on vient encore mettre des péages sur toutes les routes de Côte d'Ivoire? On appelle ça du vol. C'est du rançonnage. On nous rançonne. Où va tout cet argent? Posons-nous la question. Où va tout ça? On dit quelque chose qu'on appelle CMU. Est-ce que vous savez que la CMU rapporte 12 milliards par mois à l'État du Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ça? Allons auditer les prestations qu'offre la CMU pour les patients que nous sommes. Qui arrive à se soigner avec ça? Pourtant, tu payes pour ça. Toute cette manne financière-là, qui devrait aider à la prise en charge facile des Ivoiriens, là. Parce que, voyez-vous, c'est une obligation de payer. Normalement, dans les pays développés où nous sommes, si tu as ta carte, tu te fais soigner. Je vais dire quoi? Dans tes taxes que tu payes là, l'État se doit de créer les conditions pour prendre en charge ses administrés ou alors ses citoyens. Mais toi, tu payes des taxes déjà sur ton salaire, on te prélève et tout. Et puis on vient dire encore, il faut enlever 1000 francs pour donner à l'État. C'est au bas mot 12 milliards par mois.
est-ce que ce pourquoi les Ivoiriens payent là, ils jouissent de ça? C'est une arnaque, c'est du vol. C'est un raquettage à ciel ouvert. Vous voyez, il y a plein de dérives comme ça qui ont été institutionnalisées. Où on rançonne, on fait des concours, normalement pour 200 places, je dis n'importe quoi. Mais on peut permettre l'inscription de 10 000, voire 20 000 personnes. Pourquoi? C'est même pas logique. Pourquoi pour un concours où on a besoin, par exemple, que de 200 places, il faut permettre à 10 000 personnes de venir déposer leur dossier? C'est du vol. Donc, ce sont des pratiques à bannir, mais qui ont été institutionnalisées. Et toute cette manne financière-là, nous ne savons où elle va. Quand on veut parler de la dette, on dit « Oh, c'est quel pays ?» Vous avez vu que finalement, on est à la 2e place des pays africains les plus endettés auprès des institutions de Bretton Woods, auprès du FMI et autres. Est-ce que vous savez ce que ça coûte? Tout ce que tu gagnes est dédié au service de la dette. Donc, on vit comment? C'est un crime que de gérer l'argent de la Côte d'Ivoire de la sorte. Draman lui-même a dit 8 000 milliards qu'on doit à CFA. Il a dit que c'est une dette qui donne le tournis. Mais quand il le disait là, c'est vrai qu'il voulait montrer une sorte de gabégie, de vol, de détournement au niveau de l'État, au niveau du sommet de l'État. Il n'en a pas les preuves, hein, mais juste par la somme astronomique que constituait cette dette-là, il s'est effaré. Il a dit que c'est une dette qui donne le tournis. Pourquoi il le dit? Parce que les micro-États que nous sommes, nous ne pouvons pas crouler sur des dettes astronomiques. Parce que ça endigue clairement notre progression quant à notre développement et surtout à un ambitieux programme économique qu'on voudrait mettre en place pour soulager les populations. Tu ne gagnes pas grand-chose. Donc tu peux pas vivre au-dessus de tes mots. Tu peux pas autant de dettes. Parce que le peu que tu vas gagner là, tu vas encore... Donc, en fait, tu travailles pour payer les dettes et tes charges sont là et tes enfants sont à la traîne. Donc, lui déjà, il disait que la dette là, ça fait tourner la tête. Parce que quand il voit ce que dans la Côte d'Ivoire, il se disait non, 8 000 milliards c'est trop. Mais les 8 000 milliards de dettes dont il parle là, il oublie que c'est sur une période de plus de 50 ans. Parce qu'au moment où il disait ça du président Laurent Gbagbo, ouais, c'est le président Laurent Gbagbo qui était... Le président Gbagbo était peut-être à sa 6e année, si je me rappelle bien, à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'est pas l'auteur de 8 000 milliards. Non, c'était 6 000 milliards même. C'est même pas 8 000 milliards. Rappelez-vous de son discours, j'ai ça dans mon truc ici. Donc, le président Gbagbo a été tributaire de cette dette-là, qu'il n'a pas... dont il n'a pas été l'auteur. Il a hérité de ça. Mais c'est une dette qui s'étend sur plusieurs décennies. Mais c'est quoi? 6 000 milliards. Mais regardez comment Draman a dit 6 000 milliards. Non, c'est du... Au-delà, il parlait beaucoup. Hein. Moi, il a parlé bien comme ça. Mon algo va bien tourner. 6 000 milliards. Non. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? C'est dangereux. Ok. Qu'est-ce que nous, on a fait? Vous voyez, quand tu n'as pas assez d'argent, le peu que tu gagnes là, il faut le gérer d'une manière judicieuse. Le FMI a vu que les dettes étouffaient les petits États. Ça les engluait et ça les mettait dans un cycle infernal d'endettement. Et quand c'est comme ça, tu ne peux plus véritablement t'en sortir. C'est comme tu vas à la banque, tu es tellement endetté, la banque dit, bon, je vais racheter toute ta dette et puis je vais te faire des échéanciers beaucoup plus longs avec des taux d'intérêt plus faibles pour que tu aies un peu à gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu devais 10 000, moi je rachète tes 10 000, au lieu de devoir 10 000, tu vas devoir par exemple 8 000 et au lieu de payer 100 francs par mois, tu vas payer 35 francs. Donc, quand tu fais 100 fois moins 35 francs, tu vois, il te reste quelque chose. Avant, tu n'avais pas ça. Donc, le FMI dit, je vais créer un programme
En fait, ce programme-là, c'est pour vous emmener à nous montrer patte blanche quant à la gestion de vos actifs économiques, quant à savoir comment est-ce que vous gérez le peu que vous avez. Donc, il y a des cases à cocher. Quand vous allez cocher toutes ces cases-là, je vais vous rendre éligible à une initiative qui vise à une remise de vos dettes-là. Donc, l'argent que vous prenez pour payer la dette-là, vous allez prendre ça vous-même pour vous gérer avec. Donc, vous n'allez plus payer la dette parce qu'on va vous faire une remise de votre dette. Mais la seule condition, c'est de nous montrer patte blanche quant à la gestion du peu que vous avez. Laurent Gbagbo dit, OK, j'ai l'étude, j'ai les bilans de toute la gouvernance du président Laurent Gbagbo en matière de prouesses économiques. Non, il dit, ce qui nous manque un peu, c'est un peu cette intelligence-là pour vanter un peu les capacités. Est-ce que vous savez que le président Laurent Gbagbo, il a fait des espoirs? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On ne communique pas assez sur ces choses-là parce que les gens nous engluent, nous embourbent dans des trucs bizarres pour dire, on envoie les blogs des plateaux télé pour dire non, on m'a dit de me mettre à genoux. Et puis c'est des bêtises comme ça, on est dessus. Alors que il y a tellement de choses à dire, à faire comprendre. Moi, il est très mal que on a assimilé toute la gouvernance du président Laurent Gbagbo à un échec. Et c'est très difficile pour des gens de battre cet argument-là en brèche. Moi, il y a les chiffres ici. Le temps du territoire appartient et hors contrôle de l'État là. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que toutes les recettes fiscales, en tout cas, l'assiette fiscale que représente les 60% là, échappe au contrôle et au budget de l'État. Est-ce que vous savez le manque à gagner? Mais ce sont des zones importantes. C'est des zones aurifères pour certaines zones. C'est des zones cacaoyères pour certaines zones. Et c'est des zones où étaient fonctionnelles des industries qui étaient emmenées à payer des impôts et tout ça. Toute cette manne financière-là est retirée du budget de l'État, mais les charges fixes de l'État demeurent les mêmes. On n'a pas dit non, comme les 60% du pays là, eux, ils ne versent pas leur argent, donc on ne s'occupe pas d'eux. Est-ce que c'est ce qui a été fait? C'est ce qui a été fait. Les fonctionnaires de ces zones-là, ils ont été délaissés pour compte. Est-ce que l'État ne s'est pas déployé après? Est-ce que les préfets, tout ça, n'étaient pas remis dans leurs fonctions? Est-ce que toute l'administration, je dis, pas seulement l'administration, mais est-ce que les gens n'ont pas pu aller à l'école, vivre et tout ça, alors que les ressources de cette partie-là n'étaient pas reversées dans le budget de l'État, mais l'État s'occupait de là-bas? Mais comment on fait ça? Les gens n'ont pas payé courant. Pendant 10 ans. Vous pensez que c'est un cadeau de la CEI? C'est CEI qui a fait cadeau. Ils n'ont pas payé courant, ils n'ont pas payé l'eau. Tout le Nord, à part de Boaké. Vous avez vu, on a coupé l'eau là-bas. Comment c'est possible? Même. Vous comprenez? On dit non, au temps de Laurent Gbagbo, il y avait l'argent. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui fait sentir que le pouvoir d'achat peut supporter le coût de la vie? Qu'est-ce qui fait sentir ça? C'est d'abord le coût bas relatif des denrées des premières nécessités. Aujourd'hui, tu peux payer 1 litre d'huile. Tu trouves ça cher, pourquoi? Parce que ton pouvoir d'achat ne suit pas. L'an que tu as là, ça n'augmente pas, mais les articles que tu vas acheter là, ça augmente. Donc, il y a la politique de redistribution des richesses là, qui n'est pas ça. L'argent qu'on gagne là, on n'investit pas ça judicieusement. Donc, tu peux rien toucher. Donc, au temps de Laurent Gbagbo, le coût de la vie ne s'est pas envolé. Pourtant, il y avait toutes les raisons pour justifier même une inflation ou bien une hausse du coût de la vie, pour dire non, pour compenser le manque à gagner là, on va augmenter les choses dans la partie qui fonctionne bien. Qui a laissé plaindre? Qui a laissé plaindre?
Personne n'a se plaindre. On a dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça chauffe trop. Mais on a pu gérer ça. Bon, je veux dire que il y a beaucoup de choses. Ça fait combien de temps que je parle déjà? Bon, les gars, ça fait 2 heures. Ok, je pense que il va m'arrêter là. Hein. C'était la petite causerie. Il n'y avait pas vraiment de sujet. Hein. La dette. Ouais, les rebelles aussi, là, ils se plaignent. La dette, mais tu sais, tu connais le point là-dedans. On est dans les 40 000 milliards. Hein. On est dans les... Attends. La dette de Côte d'Ivoire. On est passé le 2e pays d'Afrique le plus endetté. On est dans les 40 000 milliards, frère. Je veux dire que il n'y a aucune politique visant à réduire le train de vie de l'État. Ouattara continue toujours de bénéficier de ces 365 milliards de fonds de souveraineté. Tu sais ce que ça représente, 365 milliards? Dans une économie comme celle de la Côte d'Ivoire, c'est trop. En fait, le coût de la vie s'est envolé pour plusieurs des raisons. C'est vrai, la dette et tout ça. Mais parce que l'argent qui est volé là, il faut le blanchir. Tu ne peux pas détourner 100 milliards et puis le mettre dans un compte. Il faut bien trouver un moyen de le blanchir. Donc, on va créer des sociétés écrans où on va donner la gestion des sociétés écrans à des Libanais, par exemple. Et eux, en retour, vont investir dans l'immobilier. Tu vois? Et il faut construire des œuvres titanesques qui engloutissent la majorité des fonds volés. Je ne parle pas du blanchiment d'argent de drogue. Je vais parler même de l'argent que les gars volent. Parce que c'est de l'argent qui sort du circuit normal. On ne peut pas retrouver 50 milliards sur le compte de quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai une preuve d'un fonctionnaire qui a payé terrain 1 milliard. Paye le terrain là. Ça appartient à un de mes gars. C'est un fonctionnaire qui a payé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le premier secteur de blanchiment qu'ils vont trouver pour blanchir l'argent détourné là, c'est dans le secteur immobilier. Et comme l'argent détourné, c'est beaucoup d'argent, il faut qu'ils construisent ou réalisent des œuvres titanesques qui engloutissent beaucoup de... Donc, tu vas voir, ils vont faire des immeubles à des coûts exorbitants. La réalisation d'un immeuble, 5 milliards, 6 milliards. Il n'y a plus d'immeuble 200 millions. Hein. Tu ne peux plus consommer 200 millions. Hein. Toi, tu es fou, ça n'existe plus, ça. Vous voyez? Et quand ils le font, est-ce que tu peux louer un appartement? Non seulement il y a la demande qui est super forte, il y a l'offre qui n'existe pratiquement plus. Donc déjà, rien que par ça, ça va faire envoler les coûts. La demande est forte. Parce que tout est concentré dans un seul pôle économique. Tout est concentré à Abidjan. Donc tout le monde quitte de partout pour venir chercher son pain à Abidjan. Vous voyez? Donc rien que pour... Il y a trop à dire. Parce qu'une ville comme San Pedro, qui est une ville qui s'est quand même industrialisée à cause de son port. Mais pourquoi on ne ferait pas de San Pedro la 2e grande ville économique de Côte d'Ivoire? Pourquoi on n'y investirait pas? Pourquoi on n'y investit pas beaucoup dans cette ville-là pour désengorger un peu Abidjan? C'est ce que le président Laurent Gbagbo s'apprêtait à faire. Non, j'ai lu le projet de la décentralisation du président Laurent Gbagbo. Vraiment, non. Il n'y a rien qui est nouveau. J'ai lu le projet. Les gars, ils nous ont fait du mal. Hein. La rébellion, je vous jure. Ils ont essayé... En fait, les conseils régionaux de Ouattara, c'est une pâle copie du projet de décentralisation de Laurent Gbagbo, d'ailleurs, qui est échoué. Même la CMU, c'est une pâle copie de l'AMU, la science universelle du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez vu le projet de l'AMU? Comment est-ce que ça allait se faire financer? C'est que l'État avait décidé d'autonomiser les régions et les départements.
Et comment est-ce que tout cet argent-là allait être mis à la disposition de ces départements-là? Mais le plan de financement des différentes régions et tout ça. Mais non, c'est une prouesse, les gars. C'est une prouesse. Maintenant, on met une Draman pour qu'il fasse route, selon eux. Et puis, oh non, vraiment. Les gars, je sais pas, mais... On a San Pedro. Est-ce que vous savez qui est maire de San Pedro? Vous savez c'est qui? Elle s'appelle Nakari Diassisi. Allez googler, vous allez voir c'est qui. Ceux-là, ils peuvent réfléchir à quel développement du... C'est qui? Nakari Dia, c'est qui? C'est qui? Et c'est comme ça, ils ont livré toutes les villes de la Côte d'Ivoire à des bouviers, à des analphabètes, à des crevards, à des gens sans fond, à des gens qui crèvent la dalle, des gens qui sont vides intellectuellement. Et ils sont là, ils bouffent l'argent du délai. Et puis, les populations sont laissées pour compte. Il n'y a aucun projet, il n'y a rien. On dit c'est Nakari Diassisi qui est maire de San Pedro. C'est qui Nakari Diassisi? C'est qui? Auguste Denise, là, ils ont travaillé un peu. Ils ont travaillé à essayer de relever un peu San Pedro. Venez à mettre un coup d'accélérateur. Hein, remettez les... Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les moyens qui manquent? Tout est concentré à Abidjan. Et puis, on fait des routes de contentionnement ici. On fait des routes qui montent au ciel là-bas. Ça ne résout pas le problème de l'embouteillage. L'embouteillage est un coût exorbitant sur le coût du transport. Parce que quand le gars sait que suite aux embouteillages, il ne peut pas finir, il ne peut pas avoir sa recette du jour. Mais sur une distance courte, il va augmenter le coût du trajet. C'est pour ça qu'un Baka, par exemple de Benjerville, jusqu'à Fekese, je ne sais pas moi, il va te prendre 500. De Fekese jusqu'à la Riviera 2, il va te prendre 400. De la Riviera 2 jusqu'à Carrefour de la Vie, il va te prendre 500. Et de Carrefour de la Vie à Djamé. Pourquoi? Parce qu'il y a un embouteillage. Ça, c'est un aspect. Mais deuxième aspect, mais le coût comment on appelle ça? Le coût de l'essence à la pompe. Pourquoi ça monte? Parce que l'État ne peut plus subventionner. Parce que ceux qui donnent l'argent là, où on va s'endetter, disent, si tu continues à subventionner tous ces trucs-là, c'est-à-dire les denrées de première nécessité, tu subventionnes une partie, comme on appelle ça, du carburant, où tu trouves l'argent pour me rembourser. Donc, lève toutes ces subventions. Alors, si je lève les subventions, le coût de la vie augmente. Regarde au Niger. C'est 450. Pourquoi? L'État a les moyens de subventionner. Au Burkina, on se fait dialyser pour 1000 francs, voire même 500. Pourquoi? Parce que l'État est derrière, subventionne. La prise en charge des patients est facile. Les moyens sont là. L'État a l'argent. Donc, on peut faciliter la vie des concitoyens. Mais est-ce qu'on peut faire ça en Côte d'Ivoire? Nos hôpitaux, là, c'est quoi? Le plus grand hôpital de toute l'Afrique de l'Ouest, c'est le Burkina qui a réalisé. Est-ce que vous avez vu les infrastructures qui sont là-bas? Est-ce que vous avez vu? Oh. Je sais pas, moi je sais pas. Mais on subit tout ça parce que les gens, en fait, ils sont pas venus pour développer la Côte d'Ivoire. L'abrutissement des Ivoiriens, en tout cas d'une grande partie des Ivoiriens, fait que les gens pensent que le développement, c'est uniquement le bitume. Le développement, c'est le caractère social. C'est l'IDH, bien évidemment, mais c'est le caractère, c'est le volet social. Est-ce que les gens arrivent à se loger, arrivent à trouver du travail, ils ont une espérance de vie? Est-ce que le chômage est résorbé? Et c'est ça le développement. L'infrastructure n'est que le résultat patent d'une économie en bonne forme. Est-ce que quand vous voulez développer la Côte d'Ivoire là, on a faim? Est-ce que les trucs étaient chers? Ne dites pas non à leur temps. Non, parce que chaque temps a son contexte aussi. Voilà. Chaque temps
à son contexte. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, ne disons pas à leur temps. Non, non, non. Chaque temps a ses réalités et à son contexte. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il en est? On nous a abrutis pour nous faire croire que le développement, c'est la route. Quelle est la richesse que produit la route? Clairement. Est-ce que la route, là, ça permet aux Ivoiriens d'être pris en charge? Est-ce que ça permet à... Je ne sais pas. Non. Les gens, ils ont compris parce que... Allez-y visiter le projet de société de Ouattara. La route, là, il y a quoi dedans? Le projet d'ordre infrastructurel et tout ça n'a pas une place de choix dans son projet. Non, 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 pas du tout. Mais quand ils sont venus, ils ont d'abord compris que c'est le moyen le plus facile de détourner de l'argent. Par exemple, le péage qu'ils ont fait sur la route de Bassam. Le coût initial était de 8 milliards. À l'inauguration, ils ont fait un réajustement du coût de l'œuvre qui est passé à 20 milliards. Qu'est-ce qui justifie que 6 postes de péage valent 20 milliards? Je n'ai pas dit la route, hein, péage. Vous voyez? En fait, la Côte d'Ivoire, c'est une grosse vache à lait qui a été convoitée depuis longtemps par Alassane Ouattara, qui s'est fait appuyer par les Occidentaux, qui avaient des intérêts géopolitiques et géostratégiques à protéger, c'est tout. Ouattara, il est venu en Côte d'Ivoire, il a été, comment on appelle ça? Il dit quoi? Exil n'est pas facile. Qui t'a dit moi je suis en exil? Qui t'a dit? Moi, il vit là, il vit 100 milliards de fois mieux que toi. Voilà. Moi, je ne suis pas en exil, hein. Toi, tu sais mais bien que moi, j'ai en Côte d'Ivoire. Moi, il n'est pas fin. Moi, je ne suis pas en exil. Je parle de mon pays. C'est tout. J'ai mal pour ce qui se passe. Sinon, moi, je n'ai pas faim. Hein. Qu'au exil. Mais le truc, c'est, je parlais avec un pote là. Il y aura ce qu'on appelle le remplacement basket. C'est-à-dire que nous, on est, ok, on en exil, pas de problème. Quand nous, on rentre là, vous allez prendre notre place. Et pour vous, là, c'est à perpétuité. Voilà. C'est à perpétuité. Parce que c'est vous, aujourd'hui, qui vous réjouissez que des frères ivoiriens soient en exil. Pas parce qu'ils ont soulevé une calache, hein, juste parce que le pays va mal et ils ont décidé d'ouvrir leur voix à l'effet de dénoncer ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de problème. Moquez-vous. Nous, on est d'accord. Il faut rentrer et tirer en camp. Il n'y a pas de problème. Au moment où je suis là, je ne mets pas de faim. Voilà. Et puis, ce n'est pas moi qui compte. C'est mon pays qui compte. Je n'ai même pas besoin de venir mettre le téléphone devant moi, me faire voir, me faire remarquer. Non. J'ai mal pour la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Les Siratigui, là. Un Ivoirien s'appelle Siratigui. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous êtes des apatrides. Vous êtes des fils d'immigrés. Vous êtes des étrangers. Et c'est vous, là, qui avez décidé de tuer les Ivoiriens pour prendre leur place. C'est pour cela que vous vous réjouissez. Sinon, nous, on sait que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Mais c'est pas grave. Je vais dire que c'est notre croix et nous la portons dignement. Si c'est cela qui doit nous coûter notre libération ou notre affranchissement, on va porter cette croix-là avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur. Voilà, ça n'a jamais tué quelqu'un l'exil de toutes les façons. Si tu penses que je suis en exil, bien évidemment. Mais nous savons que vous allez prendre notre place. Et vous là, ce sera à perpétuité. Parce que tout l'argent volé, dont vous vous gargarisez aujourd'hui, vous vous vantez tant là, ça ne va pas vous servir parce qu'on va vous répondre. Demandez à Sani Abacha. Sani Abacha. Vous demandez. Demandez. Vous pensez que les paradis dans lesquels vous avez logé vos fonds là, vous pensez que tout ça n'est pas retracé. Vous faites rien. Oh. Et puis vous êtes bêtes. C'est-à-dire quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez saisi les biens des gens et tout ça. Et puis, vous les mêmes là, vous construisez vos biens. Tous vos biens, on connaît. Les Batabidjan m'ont montré les immeubles de Kanja Kamara, m'ont montré des bêtises comme ça. Mais bon, moi je rigolais quoi. Je rigolais. Mais tout ça c'est pour nous. C'est les entreprises, les sociétés, tout ce que vous voyez là. C'est à nous. On va tout récupérer. On va tout récupérer, c'est à nous. Donc voilà, qu'ils se réjouissent, mais on verra bien. Ok la famille.
D'habitude, je parle juste 1 heure de temps. C'était pour faire un peu je dirais, de causerie et tout ça. Surtout pour faire bouger un peu mon algo, comme ça fait quelques jours. Je fais pas de live. Je suis très occupé dernièrement. Donc de temps en temps, je vais me faire fort de venir parler un peu avec vous. Mais on aura notre émission spéciale Nina Péon le samedi. Voilà, grandeur nature, avec les chroniqueurs de poids, Soleil, Mathieu, Annie. En tout cas, tous ceux qui voudront bien ce jeu, les chroniqueurs, ce jour-là, voilà, on va faire une émission télé. Quand c'est pour dire à Blogly de venir dire que on l'a mis en genou et puis on fait, voilà, nous on va faire notre émission. Chacun va faire son émission. En tout cas, je remercie tout le monde, merci beaucoup. Un grand plaisir. Hein. Ah, et puis bon, on s'attrape, merci. Annie, merci beaucoup, on s'appelle. Mathieu, merci mon frère, c'est que tu es là. Merci à tous ceux qui ont pris le soin de tapoter. À ceux qui m'ont envoyé 2 fleurs. Est-ce qu'il y a reçu une fleur même? Bon, ouais, j'ai vu. Non, 2 fleurs, non. On dit, il y a rien qui m'a dit que dans politique, il n'y a pas l'an dedans. Dans politique, il n'y a pas l'an dedans. Et si c'était Gberet, si t'as fait Gberet là, c'est les lions, c'est les avions, c'est les viandes de brousse. Mais politique, c'est comme télévision, c'est comme journal parlé. Tout le monde te regarde sûrement. Merci bien, que le Seigneur vous garde et puis prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.